Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Alors pour ce premier épisode de 2025, nous n'échapperons pas à la tradition habituelle qui est de parler un petit peu de ce qu'on a pensé de 2024 et de ce que l'on espère voir en 2025, ce qui sont nos perspectives 2025. Alors pour cet épisode, eh bien, je suis comme toujours entouré par la belle équipe du Big Data Hebdo, puisque nous sommes au grand complet, enfin au moins au grand complet des membres réguliers du podcast, parce que si on devait réunir tout le monde, finalement, quand on regarde le nombre de gens qui sont intervenus sur le podcast, ça nous ferait quand même quelque chose de gigantesque. Mais j'ai avec moi Nicolas. Salut Nicolas, comment ça va? Bonjour à tous, bonne année, meilleurs vœux. Écoute, ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Écoute, tu es toujours chez Flovea. C'est c'est ça, donc DSI et CTO donc du projet Flowbox. Donc c'est des compteurs d'eau intelligents qu'on espère déployer à foison dans le courant d'ici la fin de l'année. J'attends quelques nouvelles sur le sujet. Excellent, excellent. On est ravis pour toi. Pour continuer ce tour de table, j'ai Jérôme. Salut Jérôme, comment ça va? Bonjour, bah ça va bien, hein. Nouvelle année, nouvelle perspective. Voilà, toujours chez Actian. Actian, c'est un éditeur de plein de solutions en data. Et notamment, je travaille sur Zinea en tant que pompier, enfin comme professional C'est services, ça, enfin, la terminologie officielle, c'est consultants. professional services, c'est pas pompier de service, Jérôme. Ça rentre pas bien sur une carte de visite, pompier de service. Euh, et, Et voilà. et pour terminer ce tour de table, Paul. Salut Paul, comment ça va? Salut Vincent, ça va très bien. Moi, toujours MVP Microsoft en intelligence artificielle et donc animateur de la Global AI Community qu'on peut retrouver en live sur LinkedIn en virtuel. Mais aussi, ce sera la nouveauté 2025. On va essayer de s'ancrer plus localement sur Nantes et de faire des événements physiques avec des vrais gens. Waouh! Ah, excellent. Et ça sera super Quand sympa. on passe du virtuel au physique, c'est un grand pas pour une communauté. C'est excellent. Et donc, pour ma part, Vincent Huchling, je suis le refondateur, cofondateur de ce podcast et co-animateur avec mes amis qui viennent de se présenter. Et sinon, quand je ne fais pas ça, j'aide mes clients à construire des plateformes data et IA pour améliorer leur business. Et donc, on est ravis de démarrer cette année. Meilleurs vœux à toutes et à tous. Et on va démarrer avec, bien évidemment, un épisode qui va être très, très occupé par des histoires d'IA et de LLM, puisque c'est quand même quelque chose, on n'y échappera pas. On a vu en 2024 pas mal de choses, mais on a déjà vu en 2024 que, question LLM, on avait un petit plafond de verre qui commençait à s'installer et que ça allait pas forcément être très très simple pour tout. Qui est-ce qui s'y colle? Est-ce que je peux dire un petit mot alors sur effectivement ce qui limitait les LLM? Alors peut-être dans l'aspect productivité, parce qu'on a quand même, je pense, expérimenté que c'était des outils assez intéressants dans le quotidien de chacun, mais ça restait dans la discussion. Et en fait, c'est un peu comme le bavardage à la machine à café. Il y a peut-être quelques chantres de la productivité qui ont envie d'optimiser tout ça. Et on voit un switch qui est en train de se faire. Et donc de passer du modèle chatbot qu'on a eu depuis 2 ans, quitte à ce que ça soit des chatbots RAG, donc enrichis par des bases documentaires, une bascule vers le système d'agents, donc d'agents autonomes qui sont eux-mêmes basés sur des modèles de langage, hein, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent entre guillemets, hein, toujours grâce à ces LLM, mais ils vont avoir plus d'outils, ils vont avoir des accès à des API, des accès à des bases de données, ils vont être capables de produire du code, de le tester, de l'exécuter, donc de réaliser en fait, on en revient toujours aux microservices, hein, c'est les microservices version, je sais pas, 2025, mais avec derrière de la logique LLM pour les faire agir. Et le fameux agent orchestrateur, superviseur, qui est peut-être le plus important à surveiller, qui va essayer de coordonner donc ces fameux microservices agents. Et c'est un peu voilà, le changement de paradigme qu'on voit apparaître, mais qui finalement n'est pas un changement technologique. Enfin, on restera sur des LLM basés sur des réseaux de neurones profonds avec toujours les mêmes architectures basées sur les transformers, mais on s'oriente vers une autre utilisation. Et c'est assez intéressant parce que ça veut dire qu'au lieu d'avoir des très gros modèles capables de faire plein de choses, on va finalement peut-être se retrouver avec des choses beaucoup plus modulables et beaucoup plus fines. Et c'est assez marrant parce que finalement toutes les industries refont la même chose puisqu'on est passé à un moment donné de l'énorme monolithe en termes de services qui faisait tout,
qui avait toutes les routes possibles et imaginables, à une multiplicité de microservices. Et là, finalement, c'est peut-être un peu le même shift qui va se produire. C'est-à-dire qu'au lieu de construire des trucs capables de tout faire, qui sont finalement pas toujours utilisés à énormément de pourcents de leur capacité, et ben finalement, on va se retrouver avec plusieurs composants logiciels qui vont interopérer entre eux. Et là où ça va être intéressant, ça va être quand même le fait de définir la couche, le middleware qui va faire ça. Et c'est un truc, moi j'ai commencé à voir apparaître des gens qui commencent à définir quel peut être cet espéranto qu'il va y avoir entre les différents agents pour leur permettre de dire que l'output de l'un puisse être facilement utilisé comme input dans l'autre. Alors il y avait Langchain qui avait commencé à faire des choses, hein, je crois, de ce point de vue-là, pour définir des capacités qu'il y a entre différents agents à pouvoir être utilisés. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire, notamment sur la caractérisation de la nature de l'output de l'un, la caractérisation de l'input de l'un, et pouvoir normaliser un peu ce genre de choses-là pour être certain qu'on ait de l'interopérabilité. Je suis pas certain qu'aujourd'hui, un output qui vient de chez Claude, par exemple, puisse être utilisé dans un autre LLM qui viendrait de chez OpenAI. Je suis pas absolument certain que la chose se fasse très facilement. Je sais pas de... On peut forcer chez OpenAI sur les modèles les plus récents le JSON output qui donne cette garantie d'avoir quand même un format respecté. Mais effectivement après, on a toujours peut-être des contenus de JSON qui peuvent être aussi assez variables. Hein. On retirera pas la variabilité propre au LLM hein, puisqu'elle est by design. Hein, c'est génératif. Donc il y a toujours une forme d'aléatoire aussi. Ouais. Alors moi je pensais plutôt à une histoire de ce que parfois on force avec le fait de mettre des prompts où on dit ouais l'output là tu sais quand on fait par exemple des choses avec du PyDantic ou des choses comme ça à l'intérieur où on se dit ouais tu me sors ce truc là sous forme d'une série de records très structurée, des choses, c'était plus à ce genre de choses là que je pensais, c'était de dire bah ouais finalement les outputs des uns sont compatibles avec les inputs des autres et donc d'avoir ce genre de passe-plat, de format pivot au centre de tout qui est peut-être un truc un peu challenging à avoir, quoi, voilà. Mais c'est là où l'agent superviseur a tout son rôle parce qu'il va justement regarder, contrôler les outputs. Il va peut-être redemander à un agent de reproduire sa sortie et à la fin, ça coûtera très cher parce qu'on aura généré beaucoup d'appels à des LLM. Ça sera la mauvaise surprise. Ça coûtera très cher. On y vient un peu plus tard, je crois. Hein. On a été un petit peu sensibilisé là-dessus, de ce point de vue-là. On va continuer là-dessus. Il y en a certains qui commencent à parler, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, du fait que la modalité va plus être du texte, mais on va se retrouver avec, on l'a vu, la capacité de faire du speech to text. On l'a vu quand on avait reçu Jean-Luc Guinière de Gladia. Et que finalement, ça pourrait devenir, ce genre de modalité pourrait commencer à se généraliser et être avec un usage plus important finalement que peut l'être le texte classique aujourd'hui. Alors moi, j'arrive pas tellement à me faire une idée sur la viabilité du real time. On dit que aujourd'hui, moi, il y a des gens qui disent qu'avec GPT-4o, ils arrivent à faire des choses en real time qui peut être en support d'une conversation. Je suis pas absolument certain que ce soit pleinement le cas aujourd'hui encore. La question que j'aurais envie de vous poser, alors on n'est pas un échantillon très représentatif parce qu'on est un peu tous de la même génération, mais est-ce que vous seriez prêt en 2025 à vous passer de votre clavier? Non. Alors, c'est simple. Est-ce que t'as déjà travaillé dans un open space? Non. Est-ce que tu as déjà eu à utiliser ton téléphone dans un métro, dans un bus? Enfin, je veux dire, la vraie vie, c'est ça. Si les gens se mettent à parler dans l'open space parce qu'ils parlent à leur machine, enfin, c'est mort. Donc, si les gens dans le bus, déjà que les demi-conversations téléphoniques sont souvent assez saoulantes, ouais. Si en plus tu as les appels LLM, enfin, voilà. Mm. Donc, se passer du clavier, qu'il soit virtuel ou physique, à mon avis, non. Avoir ça en plus, ouais, il y a des usages. En fait, tu trouveras des usages pleins, y compris sur le téléphone et autres, mais utiliser le clavier, je pense que ça va pas disparaître. Non, je pense qu'on en a encore pour un bout de temps. Ouais.
Puis les Alexa, Siri et compagnie nous ont quand même pas donné une expérience hors du commun non plus. Il fallait respecter quand même des sémantiques et ainsi de suite. Donc je pense Ouais, qu'on mais est ça, aussi c'était peut-être un avant peu les LLM, oui. hein. Oui, non, mais ça va évoluer, je suis sûr. Mais je pense qu'on a une approche qui est un peu, pour l'instant, teintée négativement sur le sujet de l'oral, parce que ces expériences-là n'ont pas forcément été super pertinentes, quoi. C'est un peu comme l'histoire quand au début de Penel, qu'on a vu la partie chatbot revenir, on avait en mémoire les anciens chatbots qui fonctionnaient pas. Bon bah là, effectivement, les chatbots ont regagné un peu en termes de popularité et d'expérience parce qu'on a quelque chose qui en face fonctionne. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est vrai qu'il y a la notion de bruit et d'ambiance qui peut gêner clairement la partie orale. Après, je pense dans des contextes plus isolés, tu peux avoir une expérience beaucoup plus fluide, même si effectivement c'est à vérifier, quoi. Et après, après, t'as aussi la notion de est-ce que les gens consomment de l'oral. Enfin, toi, il y a des gens qui sont très orientés mémoire visuelle versus mémoire auditive. Moi, je sais qu'il y a des choses, quand je les écoute, Alors, je les retiens pas de la même façon qu'à l'oral. Donc, il y a tous ces usages-là aussi qui vont mixer un peu tout ça, quoi. alors, même si je suis celui qui a la capillarité enfin l'aspect capillaire qui trahit le plus son âge de nous tous. Vous avez peut-être des enfants qui sont adolescents ou préadolescents, et je ne sais pas si vous avez remarqué un truc, qui ne font plus de messages textes. Ils parlent à leur téléphone pour s'envoyer le message vocal. Donc il y a peut-être aussi un shift là-dessus qui est en train de se préparer sur le fait que d'autres populations vont être beaucoup moins appétentes à écrire avec un clavier que nous ne le sommes, nous la génération que je peux commencer à qualifier de sortante, hein, quand même, hein, on est... On lira moins les fautes. Ah, je suis d'accord, il y en a pas mal. Et puis moi, je vois ma compagne aussi, mais ma compagne, elle a un problème, elle a des handicaps qui font que Ah voilà. pour elle, ça lui change la vie. Et c'est pour ça que je disais, il y a des usages, hein. Et je pensais aussi tous les travaux où tu peux pas avoir tes mains disponibles parce que tu vois, un médecin en salle d'opération, s'il a besoin de piloter un truc, faire la voix, c'est pratique. Mais j'écoutais le... Ouais, Par, vas-y, pardon. par contre, pour beaucoup de choses, l'interface clavier-souris, c'est plus pratique. C'est comme on dit, un bon dessin vaut mieux qu'un long discours. Bah, cliquer, désigner, pointer, c'est plus efficace que d'essayer d'expliquer quelle commande tu veux exécuter, quoi. Alors, pour certaines commandes, c'est facile, dans certains contextes, c'est facile, puis dans d'autres, c'est un peu plus compliqué. J'ai écouté l'autre jour une interview de Stanislas Niox-Chateau, qui est le fondateur de Doctolib, et qui disait que les grosses améliorations qu'ils font pour les praticiens, c'est effectivement la reconnaissance vocale, dans laquelle le compte-rendu et aussi l'ordonnance, elle est faite via reconnaissance vocale pendant le rendez-vous, et que c'est un truc qui fait gagner en productivité de manière complètement dingue. Et effectivement, on retombe un petit peu sur ces trucs qu'on n'a pas trop appréciés, qui sont le fait d'automatiser un petit peu les workers dans des chantiers ou des choses comme ça. Mais effectivement, ils peuvent répondre, ils peuvent recevoir entre guillemets les consignes de travail qu'ils ont et y répondre par la voix, parce qu'ils ont les mains prises par des outils, par des choses qu'ils doivent porter ou des choses comme ça. Donc il y a aussi des gains là-dessus, des choses qui peuvent sembler être on a mis une oreillette à quelqu'un pour lui dire pour lui dire mieux, au lieu de devoir ça revient un petit peu au fait comme avant quand on criait sur quelqu'un pour qu'il travaille, mais non, c'est aussi des choses qui permettent d'avoir des gains non négligeables de ce point de vue-là, quoi. Et puis après, il y a tout ce qui est augmenté, tout ce qui est cette réalité augmentée, tout ce qui est le fait de pouvoir traiter de ce qui est la vision à un instant T, de pouvoir rajouter de l'information dedans, qui est quand même aussi un champ d'application totalement dément de ce qu'on pourrait voir par rapport à ces LLM, parce qu'on parle beaucoup de choses qui sont du texte, mais moi j'ai vu aussi des choses en termes de vision et de capacité à analyser la vision en temps réel qui est quand même assez troublante, quoi, hein. Et ça, c'est sans compter quelques acteurs qui vont commencer à poindre le bout de leur nez sur le fait que, pour l'instant, on est très centré sur nos acteurs américains, puisque quand même si on a tendance à faire un peu cocorico et à parler de Mistral et autres émanations françaises, et QTI et autres émanations françaises sur le sujet, quand même, faut quand même pas se voiler la face. Une immense majorité du marché est aujourd'hui
pas neutralisé, mais phagocyté par nos acteurs américains qui sont OpenAI, Anthropic et puis quelques autres. Mais les Chinois semblent avancer à grands pas là-dessus. C'est ça s'est vraiment matérialisé sur la fin de cette année, avec effectivement leur force de frappe habituelle, c'est-à-dire que s'il s'agit d'investir pour pouvoir conquérir un marché, ils sont très très forts. Euh, C'est toi, Nico, qui nous a un peu documenté ça, ouais? Ouais, on a vu ça. Enfin, c'est vrai que j'ai vu ça apparaître ça là, justement sur le mois de décembre, où il y a eu notamment les modèles Qwen et DeepSeek, je crois de mémoire, qui remontent pas mal en termes de performance. Je crois qu'ils ont même réussi à battre sur certains benchmarks, alors, avec toutes les pincettes à prendre sur les benchmarks, mais à battre certains modèles de ChatGPT. Euh, et à des coûts en plus nettement moindres, tant au niveau de l'entraînement qu'au niveau de l'inférence. Donc du coup, je pense se pose aujourd'hui la question de, puis prenons aussi le modèle, tiens, je te fournis ton open source, effectivement, pour appâter d'autant plus facilement les gens. Ça fait effectivement plein de, ce qui leur donne, je crois, une visibilité accrue sur cette fin d'année dernière et début d'année. Et donc à voir jusqu'où ils vont aller, sachant que ça peut aussi poser des questions sur l'entraînement, puisqu'a priori sur des termes comme Tiananmen, il y a forcément un filtrage pour être compatible avec ce que veut Comment ça? le parti politique. Bon, sachant qu'on a sûrement les mêmes biais vis-à-vis d'OpenAI, mais bon, on les tolère plus, on les tolère plus, voilà. Et après, il y avait des sujets, finalement, après ça, où certains pose un peu la question entre finalement une approche très techno-solutionnisme américaine versus un techno-autoritarisme chinois. Donc ça pose plein de questions dans tous les sens. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on les voit apparaître, ces modèles chinois, donc à des coûts, avec un niveau de pertinence a priori assez bon, et des coûts bien moindres. Ouais, mais le Est-ce coût qu'ils bien vont moindre, émerger Nicolas, on y viendra juste après sur l'histoire des coûts parce que c'est un point super important, mais sincèrement, l'histoire des coûts, c'est un secret de polichinelle aujourd'hui. On sait que les Chinois, ouais, le coût auquel ils vont te revendre l'inférence sur le modèle ou le coût auquel ils vont te faire des choses, il sera Oui, totalement bah oui. biaisé aussi, quoi, parce qu'ils sont dans leur capacité habituelle d'investir pour conquérir un marché, quoi. Donc, et pour rattraper un marché et se faire une position majeure dessus, quoi. Il y a quand même un point technique qui fait que l'inférence est moins coûteuse avec DeepSeek V3, en fait, qui alors peut-être l'un des modèles, moi, à ma connaissance, donc on est à 600, plus de 600 milliards de paramètres. Donc voilà, j'avais pas vu jusque-là de modèles. Enfin, il y a plus de communication sur les derniers GPT, mais je pense qu'on dépasse un peu la quantité. Et ce qui est intéressant, c'est que par contre sur l'inférence, il y a un mécanisme qui fait qu'on ne repasse pas par l'intégralité des paramètres, mais par à peu près 10%. Donc on revient sur un modèle de type 60-70 B, donc qui n'est pas non plus un SLM, mais en fait il y a cette fonctionnalité technique dont le nom m'échappe là, mais qui consiste à utiliser seulement une partie des paramètres pour l'inférence qui effectivement est économique par rapport au modèle de taille à peu près similaire. Un modèle de truc de diffusion ou je sais pas quoi, une stratégie de diffusion, je me souviens plus du terme. 600 milliards de paramètres, ça veut dire quand même un truc gigantesque pour le faire tourner quand même, hein. Alors, À l'entraînement. mais même ouais. en inférence, Paul. Alors à moins qu'il soit découpé en un sous-modèle qui est ce premier truc que tu disais, sur lequel tu passes uniquement, donc quelque chose qui serait très léger à avoir en mémoire pour faire le début de l'inférence. Mais On n'est pas sur du léger au sens où on le fera tourner localement, mais on revient sur des choses. On a vu des Llama 70 B, enfin voilà, qui est Mistral aussi, des modèles dans cet ordre de grandeur. Donc on est sur quelque chose de plus réaliste. Donc bon, il y a voilà, l'aspect technique, ce qu'ils ont fait d'un point de vue technique sur la conception de ce LLM DeepSeek V3 est en partie une raison des économies d'inférence. Donc de toute façon, il doit être construit de façon modulaire, oui, effectivement, comme la plupart, où en inférence, tu n'as qu'une partie du modèle qui est vraiment activée, non? Avec autant de paramètres, j'imagine que. ouais.
Ouais, de toute façon, ce qui est très bien, on sait que c'est de toute façon un peu l'avenir et ça rejoint cette histoire sur les agents où ça va même peut-être aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire de pouvoir travailler avec plusieurs petits modèles très spécialisés et puis avoir finalement en inférence peu de choses. Ça serait quand même quelque chose, cette arrivée de de personnes qui amènent une équation économique un peu différente, qui amènent le fait de voir une vision différente de la manière de laquelle faire les choses. Finalement, c'est peut-être ça qui va faire bouger un petit peu OpenAI de son, je vais pas dire de son piédestal, mais de sa trajectoire toute tracée sur laquelle ils étaient assez cohérents depuis le début. Et finalement, est-ce qu'ils vont peut-être infléchir leur volonté de sortir une AGI et de faire quelque chose un petit peu différent, qui serait peut-être une super intelligence plutôt que cette general intelligence? Déjà, les GI, c'est rigolo, c'est que leur définition, elle est pas tellement en termes de capacité intellectuelle, elle est en termes de, je sais générer, je crois que c'est 100 milliards de dollars de revenus. Tu vois, c'est pareil, là. Tu mesures, tu serais un indicateur comme un autre de l'AGI, mais donc c'est vrai qu'il y avait ce sujet-là. Mais bon, a priori, ils l'annoncent toujours. Hein. Enfin, ils annoncent comme quoi 2025 est l'année où ils font. Je crois, il me semble qu'ils ont bien annoncé l'AGI. Après, est-ce que ça serait une super intelligence? Là, pareil, tout dépend de la définition, mais. Ouais. Enfin, moi, Ouais. ça me chatouille un petit peu. Je sais pas. Enfin, j'ai toujours du mal à palper vers à quelle distance on est de ce truc-là et quel est l'effort qui reste à faire pour y aller et ce que ça implique. Puis, est-ce qu'on a vraiment Et besoin voilà. d'y aller, quoi? Et Et surtout, à à quoi ça quoi ça sert? sert, hein. Et est-ce que ça impliquera dans Et- notre quotidien le fait de l'avoir, quoi. Voilà. Euh, Parce que si tu dis, toi, les GI comme étant, comme pouvant nous remplacer, il y a plein de choses où aujourd'hui, l'IA générative et l'IA de manière générale peuvent déjà le faire et ils sont suffisants. On n'est pas besoin d'aller plus loin, quoi. Donc, jusqu'où faut aller? Bonne et question. C'est la question qu'on se pose déjà avec les modèles O1, O3 là, qui sont sortis, enfin O3 en novembre, je crois, non, décembre aussi, 2024, où finalement on a des choses qui sont capables de faire du chain of thought de manière intégrée, enfin, dans la conception du modèle, qui peuvent répondre à des cas d'usage extrêmement pointus de type résolution de problèmes mathématiques ultra complexes. Mais à part quelques services R&D, des laboratoires de recherche, qui en a vraiment besoin, quoi. Et on va pas s'amuser, je pense, dans une entreprise de taille moyenne, à aller consommer un LLM qui à l'appel coûtera 1 500 $ pour une hmm. inférence. Donc voilà, Et, effectivement, il y a le défi technique, le défi de toujours cette course vers les GI, mais quel intérêt de manière pragmatique pour les Ouais. organisations. et par AGI, est-ce qu'ils entendent une AGI qui serait consciente ou pas? Ou juste un truc généraliste? Non, je pense qu'il y a, enfin, il y a des, finalement, on est un peu dans la course au test de QI. J'ai l'impression que c'est à peu près ça qu'on est en train de reproduire pour ce type de modèle et on se pose plus vraiment des questions sur les aspects de conscience, de Ouais, je réflexion, crois etc. qu'effectivement, Tout il y simplement a de eu un résoudre downgrade des tâches. des ambitions très fort de ce point de vue-là. Voilà, là, pour l'instant, on est plutôt en train de se dire, ouais, ce que tu disais, Paul, c'est moi ce que j'entends de plus en plus, c'est effectivement les modèles les plus puissants, leur vocation, ça sera d'accélérer la recherche, quoi, finalement. Plutôt que d'être généraliste dans le sens Mm. pour monsieur tout le monde, je sais tout faire, quoi. Donc, et, euh, et au moins, c'est raisonnable. J'étais étonné que tu dises le prix que tu dis en termes de prix d'inférence. J'avais jamais entendu parler de ces ordres de grandeur, quoi. Ouais, ouais, ça peut monter énormément parce que, enfin, sur O3, hein, parce on a en fait des quantités de tokens nécessaires à toutes ces étapes de réflexion, et pour l'instant, c'est plus sur un modèle qui sera assez cher. Je crois que il est dans l'abonnement à Oh 2000 la euros vache. euh, déjà mensuel, et, euh, et ouais, non, ça peut C'est un très vite déborder. abonnement, Ouais, c'est un C'est ça que j'ai abonnement vu où tu fais passer. deux Ouais. inférences, quoi. J'ai vu Simon passer où il disait Simon que le coût moyen d'inférence c'était vite à quelques dizaines ou centaines de dollars. Donc Simon, c'est des choses que tu fais pas pour juste tiens réserve-moi un resto ou c'est quoi la différence entre un kilo de plume, un kilo de plomb Ouais, quoi. Bah, c'est pour ça que ça s'est ouais. vendu, hein. Enfin, en tout cas, au One.
Ouais, c'est quand même Alors, assez fou et à nouveau, ça pose une vraie question existentielle qui est comment on fait tourner tout ça? Et on a vu cette tendance de maintenant, on va avoir des mini centrales nucléaires pour pouvoir faire tourner les LLM. Et moi, c'est un truc qui est un peu inquiétant parce que la La question, c'est est-ce que le gain social vaut énergétique et le coût environnemental, quoi. Ouais, le coût global, énergétique, ouais. environnemental, tout ce que tu veux? Est-ce que le gain pas financier pour l'entreprise qui le fait tourner, hein, le Mm, gain social mm, de tout le mm, monde? mm. Si on fait payer les gens le vrai prix, est-ce qu'ils sont prêts à continuer à utiliser l'outil? Est-ce que c'est... On est d'accord. On est complètement d'accord. Moi, enfin, je veux dire, tu sais, c'est un peu la même réflexion qu'en entreprise quand tu vois les gens quand ils ont passé l'effet waouh sur plein de trucs, ils disent bon alors ok, ça a généré quoi comme valeur votre bazar là? Ok, on en est où là-dessus? Et là, on va commencer à se poser les mêmes questions. Alors le vrai sujet un peu difficile par rapport à ça, c'est que c'est évidemment cette valeur, elle est conduite par et elle est perçue par du coup, entre guillemets grand public, plutôt end user dans les entreprises. Et donc les- on va avoir du mal à palper et à être raisonnable de ce point de vue-là parce que les gens en veulent finalement et ou Ah comprennent oui, pas oui, de ne ça pas c'est clair. l'avoir. Mais Mais je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes sur les capacités réelles. Après, il y a aussi un effet vrai, c'est on peut pas tout juger à partir des performances actuelles. Mais les performances futures ne. le problème, c'est qu'en fait, moi j'ai l'impression qu'on est en train de nous filer des shots gratos, c'est qu'après on va passer Ah, à la caisse, quoi. Et ça sera une fois que les gens seront dépendants, ça va être Jérôme, drôlement. bravo Enfin, ils ont vraiment une bravo pratique pour de cette dealer, hein. année de transition. Nous allons maintenant parler d'argent. Voilà. Combien ça coûte cette histoire de LLM? Est-ce qu'on paye vraiment aujourd'hui ou est-ce qu'on a vraiment la perception de ce qu'on paye au prix réel ou est-ce qu'on est, comme pour reprendre ton analogie, dans les premières relations avec notre dealer euh, avec lequel généralement le shot ne coûte pas très cher? Et je pense qu'on est dans la deuxième situation puisque il est quand même assez... on parle actuellement que de l'abonnement ChatGPT Pro à 200 $ et que la vraie valeur de ce machin-là serait plutôt 400 $. C'est ce que j'ai entendu dire, moi, sur In fine, que effectivement à 200 $, on est quand même dans un truc qui est très biaisé de ce point de vue-là. Et donc, C'est 200 $ par mois ou Par par mois. mois. Par mois. Déjà, qui par va mois, aller hein. dépenser Ok. 200 Ça dollars mal Pour fait. être par mois? sûr. Je veux dire, à un moment donné, Bah, pour du professionnel, si tu génères plus que 200 $, ça vaut le coup. bien sûr, C'est d'où ma question initiale, c'est bien sûr, mais Regarde toutes tes autres licences que ouais, tu payes par évidemment, ailleurs. ouais, Toi, t'es. ouais, ouais. On est... 200 $, ça coûte quand même cher, hein, la licence, hein, parce qu'il y a beaucoup de logiciels, c'est beaucoup moins que ça, hein. C'est le prix par année, hein. Ouais, 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 Et tu regardes Adobe qui aujourd'hui offre pour le traitement des photos des fonctionnalités d'IA super pointues, hein, tu regardes, enfin, aujourd'hui, enlever des détails qui gênent dans Lightroom, c'est super facile et c'est vraiment avec le génératif très fort, c'est 100 balles par an, quoi, hein, donc, euh, 50. non. Si, c'est 150. Oui, mais C'est parce la qu'ils ont caisse, changé les je sais. tarifs. Oui, bah, oui, moi je suis encore sur le tarif, j'ai le tarif du grand-père, moi. 2024. Ouais, 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 non, mais t'as raison, c'est 150. Mais bon, quand tu regardes Mais l'accélération, ça, pour quelqu'un qui en traite beaucoup de photos, c'est énorme, quoi, l'accélération que ça. après, t'as une limite sur la Oui, partie c'est vrai. d'IA en termes de consommation. Mais ça, je dirais, c'est normal parce qu'ils peuvent pas. Puis ils ont des Enfin, eux, ils sont serveurs là qui pour tournent gagner hein, de pour faire l'argent. tourner ça de leur côté, hein, ouais. Enfin, pour la partie licence, là, ils se gavent bien, mais pour la partie génération, bah ouais, ils font tourner du matériel à Ouais. chaque fois que tu l'utilises, Enfin, à quoi. nouveau, ça c'est un débat infini. Moi, je trouve que les licences, à partir du moment où c'est quelqu'un qui continue à fournir des features et qui augmente les features de son produit, j'ai pas de problème à payer des licences qui soient pas des licences perpétuelles, quoi. Voilà. Mais bon, après, c'est un débat qui peut être long comme le jour. Ce qui est très certain, c'est qu'on est quand même en train de Ouais. s'orienter vers quelque chose qui aujourd'hui tient les, euh, que par le financement extérieur des organisations. C'est-à-dire que si un OpenAI n'a pas de funding, je ne vois pas comment ils peuvent tenir, puisqu'on parle de 700 000 $ par jour d'électricité chez
chez OpenAI. C'est complètement dingue. Je relis un post qu'a écrit Tristan Nitto très récemment. Et quand une boîte fait qui est le leader du sujet, fait 3,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur son année fiscale et perd en même temps 5 milliards, comment on peut se dire que ce truc-là va pas nous péter la gueule à un moment donné? Et donc, mais à un moment donné, c'est le bon vieux débat et ça rejoint le petit grain de sable dans le rouage amené par nos amis chinois, c'est qu'ils sont dans la position de dire faut qu'on écrase tout le monde, donc on finance à mort pour écraser tout le monde. Donc, on pourrait peut-être avoir une petite surprise, si ce n'est d'éclatement de bulles, de prémices d'éclatement de bulles sur l'année 2025. Moi, je mets une petite piécette sur le sujet, pour être très franc avec vous. Après, c'est ce que disait le CEO de Palantir, qui disait que la révolution IA, c'est une révolution américaine, point, quoi. Les acteurs de premier ordre et second ordre sont aux États-Unis, quoi. Et le truc, ça, c'est leur position. C'est vrai localement, enfin, c'est vrai temporellement. Maintenant, c'est aussi une posture pour que les autres renoncent. Hein. Ah oui, non, mais c'est sûr. Faut pas oublier sûr que qu'il quand y a ils de la parlent, com dedans, c'est pas que pour dire des vérités, c'est aussi pour poser une posture et faire et expliquer aux autres que c'est pas la peine d'y aller pour acheter. On est bien un camion, d'accord. quoi. On est bien d'accord. Pour la question que tu posais, moi je sais pas, Uber ils existent encore, ils existent depuis assez longtemps, pourtant ils perdent, enfin en tout cas pendant longtemps ils ont perdu 1 milliard par an. Et je sais pas s'ils ont réussi à gagner de l'argent depuis, parce que. Mais ouais, il y a une partie de l'économie qui est subventionnée par le grand capital. C'est à nouveau, je sais pas les autres acteurs alternatifs à Uber, dans quelle mesure ils ont une véritable existence, croissance. Ce qui a certes. Bah, ils sont là aussi. Et puis en fait, surtout, ils empêchent Uber de rafler tout. Enfin, voilà. Mais à aucun moment, ils challenge la position et dire on sait pas à la fin, on sait pas dans 6 mois qui sera le leader de ce marché, quoi. Ça restera Uber, quoi qu'arrive. Non? Ouais. Puis ils ont bien monté leur prix, quand même. Parce que dès que Uber monte ses prix, en fait, il perd son public. Alors, je sais pas si ça s'applique, parce que là, j'ai fait un peu de digression, je sais pas si ça va s'appliquer, mais en gros, si les modèles à côté sont équivalents, en fait, ça va être une question de prix, et t'es déjà sur un océan rouge alors que t'as 3 acteurs, quoi. Ouais. Donc, petit sujet quand même, petit sujet sur le prix, sur la sustainability du modèle économique de tout ça, et sur le fait que est-ce que tout ça va continuer à persister comme ça. En fait, ça va être une question d'usage aussi, parce que les applications en usage, elles sont en train de se développer. Enfin, l'intégration réelle dans les usages, est-ce que les gens vont être prêts à payer le prix réel? Parce qu'il y a un moment, il faudra payer le prix réel. Et puis, voilà, et je pense que la hype, elle va un peu baisser. Est-ce que les LLM vont augmenter, s'améliorer? Parce qu'aujourd'hui, ils sont bluffants, mais ils offrent déjà des services, mais c'est pas encore d'une grande qualité. Je pense que c'est l'orchestration qu'on va mettre autour pour reboucler avec ce que Paul disait tout à l'heure, qui va faire la différence. Parce que typiquement, moi, j'ai réessayé. Ouais, et puis j'ai réessayé, tu vois, Copilot en intégré sur mon navigateur. Je l'ai reviré à nouveau. En fait, aujourd'hui, je suis sur un état où la version qui fonctionne que en local et qui me fait que de la super complétion sur une seule ligne, elle marche mieux que le truc complet qui est censé m'écrire mon code. Donc au final, moi j'ai trouvé, et ça a amélioré, hein, ça fait que mon outil de complétion, maintenant, au lieu de me proposer juste le prochain mot, il me propose la fin de la ligne. Mais le truc qui en fait plus, en fait, m'apporte moins en valeur que ce truc-là. Après, est-ce que tu as le bon outil? Enfin, tu vois, par exemple, sur certaines communautés, je suivais t'as des gens qui disaient que la partie curseur, et notamment en intégrant avec Claude Sonnel à 3.5, qui avait des très très bons résultats par rapport à des copilotes qui étaient décevants. Moi ça fluctue. Ça fluctue. J'ai des coups, l'un marche vachement bien, l'autre marche pas du tout. Et je j'arrive pas à me faire une idée franche sur le sujet, ce sujet-là. Néanmoins, ce qu'il y a de certain, c'est que ce que je pense, c'est que on a des modèles qui vont peut-être arriver à une petite saturation en termes de
la marge de progression des modèles va commencer à être plus limitée. C'est par contre ce que l'on va faire comme intégration avec ces modèles qui va peut-être réellement changer la chose dans le futur. Et pour le coup, c'est peut-être l'opportunité d'avoir une capacité à utiliser par nous-mêmes et pas dépendre de providers des modèles qui sont open source, qui sont portables, et à faire de l'intégration autour. Et là, vous voyez la transition venir. Plutôt que de dépenser 200 balles chez OpenAI, achetez un NVIDIA à 3000 balles, vous le posez sur votre bureau Digits. et vous faites tourner vos modèles, parce que ce machin-là, il peut faire tourner des modèles qui vont jusqu'à 200 millions de paramètres. Donc c'est 200 milliards pardon, de paramètres. Puisqu'il arrive avec 128 gigas de mémoire et 4 Tera de stockage et une GPU NVIDIA intégrée dedans. Et moi, c'est un truc qui me fait rêver. Moi je sens... C'est quoi ça s'appelle comment c'est le ton boîtier C'est le Digits. Ouais. C'est le... Pardon? C'est le NVIDIA Digits qui a été annoncé avant-hier, je crois, par le CEO de NVIDIA. Et moi, je trouve ça génial, puisque on peut faire du truc qui soit maîtrisable, que l'on a localement. C'est peut-être la solution la moins énergivore pour pouvoir profiter de ces modèles. Et pour le coup, ça coche pas mal de cases. Donc moi, je serais ravi un jour d'essayer ça. Et quand je vois déjà avec les dernières générations de MacBook qui ont des procs où il y a de la GPU à tour de bras et beaucoup de mémoire intégrée, les performances qu'on arrive à l'exécution de modèles, je suis convaincu que ce truc-là peut faire énormément de choses. Alors, je voudrais qu'on termine pas cet épisode en ne parlant que d'IA et de LLM. On va très brièvement parler, je vous propose d'un petit sujet qui est le Small Data Platform. Et moi, j'ai vu un sérieux revirement en 2024 sur le fait qu'on a arrêté de parler de trucs gigantesques et ainsi de suite, mais qu'on avait... alors, j'aime pas ce terme de composable data platform. Je sais pas, j'arrive pas à adhérer à ce truc-là. Mais que foncièrement, on se retrouvait dans des capacités où on avait l'infrastructure de traitement de données qui était au niveau juste par rapport à ce que l'on avait comme problème à traiter. Et pour moi, ça a été quelque chose d'assez séduisant et qui peut peut-être faire une différence dans le futur. Alors, je ne renie pas ce que j'ai pu dire sur Databricks, sur Snowflake, sur le fait qu'ils étaient capables d'adresser des problématiques gigantesques, mais qu'aujourd'hui, dans la lignée de ce qu'un AWS a sorti à un moment donné avec les lambda en disant faites des petits traitements qui sont très unitaires, bah, je trouve que pour la data, on commence à avoir un outillage qui nous permet de faire ça et je suis sûr que ça va continuer à se développer en 2025. Moi, c'est ma grosse prédiction data engineering de 2025, c'est le fait qu'on aille beaucoup plus loin sur ce small et un discrete data platform, quoi. Voilà. Alors, j'imagine que tu mets d'autres J'ai laissé dans quelqu'un les- d'autre dans le les dire, coups. mais si Présent. tu insistes, on va en parler, bien sûr. Mais, Les coupables peut-être- habituels. Alors, mais peut-être que DBT, le DuckDB, Il y a Brin, il DLT. y a un nouveau truc qui s'appelle Brin, Le qui est sorti défi il y est a peu, peut-être là, dans- et qui est aussi un truc super intégré en termes de capacité d'ingestion de chaînes de data. Et il y a quand même des trucs... Enfin, on voit quand même beaucoup de gens chez qui des petits trucs simples, leurs problèmes sont des petits problèmes simples et ça fait vraiment du sens d'avoir cet outillage qui est pas de faire un gigantesque mastodonte, quoi, finalement. Et Mais- puis aussi la taille des boîtes, puisque le big data, en Mm. fait, c'est quand ça tient pas dans la boîte, quoi. Finalement. Et comme la taille des boîtes, elle a grossi, et à part quelques acteurs exceptionnels, les données n'ont pas grossi tant que ça, bah, ce qui tenait plus dans la boîte, maintenant, ça tient dans la boîte, hein. Quand on voit qu'on a plus de mémoire maintenant qu'on avait de disque dur avant, ouais, tu peux faire du process sur une machine, tu peux en Ouais. mettre des millions et des milliards de lignes, hein. Et la question qui reste peut-être pour 2025, c'est est-ce que des petits outils ensemble font une petite plateforme? Enfin, ce que je veux dire par là, est-ce qu'il y a aujourd'hui des propositions d'articulation de ces petits outils entre eux, qui effectivement sont efficaces sur leur périmètre,
Mais est-ce qu'on a l'idée, puis qui est par exemple celle derrière Microsoft Fabric, hein, qui est de dire, bon, on avait plein de trucs un peu dans tous les sens, et vous vous êtes vraiment embêté à mettre des tuyaux entre chacun de ces morceaux-là. Mais Je pense que ces petits outils, et c'est là où les gens qui font de l'ingénierie comme nous vont avoir un vrai rôle, doivent être validés et doivent avoir des patterns prêts à l'emploi. Et c'est peut-être ce pip install data platform qui est l'un des sujets qui risque de faire du sens pour dans le futur, c'est de dire ouais, ok, on a des patterns prêts à l'emploi, on a un cookie cutter ou un truc comme ça qui a permis de faire tout ce qu'on voulait installer comme composant et on l'installe et on sait que ça marche bien ensemble. Et on rejoint cette histoire tout à l'heure qu'on disait d'agents, où le gros challenge avec les agents, ça va être de s'assurer que l'output d'un agent soit consommable par l'agent suivant. Et bien là, c'est la même chose. C'est effectivement, si tu sors des trucs qui ont fait tel et tel et tel traitement, qui ont telle granularité sur la donnée, et ben voilà, c'est là où on a un truc. Mais si on est un peu pris par le temps, vas-y Nico. Le job. Moi, c'est vrai que pour mon prisme un peu TPE PME, je me dis aussi que c'est du coup, je peux sortir que les briques dont j'ai besoin, alors que tu vois, justifier un Databricks, un Microsoft Fabric ou je sais pas quoi, c'est complètement hors de portée pour moi et pour plein de boîtes, quoi. Alors que là, finalement, prendre juste les petites briques dont j'ai besoin et les assembler tant bien que mal, ou de façon très fluide, hein, peu importe comment on y arrive. Mais je pense que c'est un moyen pour permettre à des plus petites entités de faire de la data, alors que jusqu'à présent, ils pouvaient pas trop le faire. Et puis avec un vrai sujet de start small, quoi, qui est à un moment donné le coût de la première itération. On revient sur cette histoire du coût de la première itération. Tout le monde n'a pas 150 millions de budget pour son IT l'année prochaine. On est d'accord. À commencer par Paul. Paul, où est-ce qu'on te retrouve dans les semaines à venir, puisque tu es un petit peu pressé, mon cher Paul? Alors, on me retrouve sur LinkedIn, où je pressens que après la discussion qu'on vient d'avoir, le job 2025, ça sera data chef d'orchestre, quelque chose comme ça. Ça va être sans doute les compétences qu'on va rechercher. Sur LinkedIn, donc pour les lives, le prochain c'est le 24 janvier. On va parler de Landing Zone Azure dédié à l'IA générative. Et puis donc en physique sur Nantes en mars. Oh génial. Le Global AI Bootcamp. Et vous pouvez retrouver mes prévisions plus détaillées sur Medium. J'ai fait un post Medium avec mes prévisions 2025. On s'en doute, bien sûr. Vous en doutez. Nicolas? Est-ce qu'on me retrouve sur le sac du Big Data 2, bien sûr. Et puis. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et Jérôme, dis-moi. Sur le sac du Big Data Hebdo, et puis après sur Mastodon, sur Blue Sky, Jérôme, JXEROME. Et puis je serai à J-Château pour ceux qui y vont. Donc c'est fin mars. Et je crois qu'il n'y a plus beaucoup de place. Donc si vous voulez y aller, que vous n'êtes pas inscrit, dépêchez-vous. Eh ben, pour ma part, vous me retrouvez sur le Slack du Big Data Hebdo. C'est à peu près tout pour le moment. J'essaie d'y passer et de partager de temps en temps quelques news. Eh bien, chères auditrices, chers auditeurs, on espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter ce court épisode que nous avons enregistré pour vous. Et on vous retrouve très très bientôt dans un prochain épisode. À bientôt. À bientôt. Bye.